L'installation. 1er juillet 2018, 9h des Vindes. Dans une prison de haute sécurité au sud de Paris, l'un des centres de détention les plus modernes, grands et sécurisés de France, quelque chose d'impensable est sur le point de se produire. Le site est protégé par des centaines de surveillants, des murs de 5 mètres de haut surmontés de barbelés, des portes en acier renforcées et des cours couvertes de filets anti-hélicoptères. Des tireurs d'élite armés de fusils d'assaut surveillent depuis 4 miradors. Dans la cellule d'isolement 207, le détenu numéro 001089 attend d'être escorté vers la salle de visite. Il est le prisonnier le plus surveillé de France. Son casier judiciaire ressemble à un scénario hollywoodien. Plus de 30 braquages à main armée, plusieurs prises d'otages et un vol de fourgon blindé qui a coûté la vie à un policier. Il s'est déjà échappé 2 fois lors d'arrestations. En 2013, il a réalisé une évasion spectaculaire d'une autre prison sécurisée à l'aide d'armes et d'explosifs. 2 gardiens ouvrent sa cellule pour un contrôle de routine. Ils trouvent quelque chose de suspect, mais ce n'est qu'un paquet de chewing-gum. Malgré son passé, les surveillants l'apprécient. Il est charmant, drôle et étonnamment amical avec le personnel. On dirait qu'il se sent chez lui derrière les barreaux. Mais cette aisance pourrait bien être la chose la plus dangereuse chez lui. Le plan hélicoptère. À 20 mètres à peine de la prison, le pilote-instructeur chevronné Stéphane B., 65 ans, accueille 2 élèves enthousiastes, Frédéric et son prétendu fils, Julian. Ils se disent passionnés d'aviation, mais insistent pour simplement observer, sans piloter. Bizarrement, ils sont fascinés par l'Alouette 2, un hélicoptère des années 1950. Ils vendent sa beauté avec une ferveur presque obsessionnelle. Stéphane les trouve étranges. Il porte peut-être des perruques, mais les 500 € en liquide font taire ses doutes. Ce que Stéphane ignore, c'est qu'il va devenir, bien malgré lui, complice de l'évasion la plus audacieuse de l'histoire récente de la France. À l'intérieur de la prison, Redouane Faïd est escorté vers l'aile des visites à haut risque, située au cœur du bâtiment. Les gardiens sont sur le qui-vive. Son comportement a changé. Il est étrangement sociable, ses appels semblent codés, et il reçoit plus de visites que d'habitude. Quelques jours plus tôt, un drone a été repéré en train de survoler la prison, probablement un repérage aérien. Les autorités soupçonnent qu'un plan se prépare. Dans la salle de visite numéro 50, le frère aîné de Redouane attend, sans se douter de rien. Pour lui, ce n'est qu'une visite de plus. En réalité, l'opération est déjà en cours. Dans moins de 2 heures, le ciel s'ouvrira et l'Alouette 2 descendra pour une extraction digne d'un film. Naissance d'une légende criminelle. L'homme qui attend calmement l'hélicoptère s'appelle Redouane Faïd, le plus célèbre cerveau criminel de France. Mais bien avant les évasions et les gros titres, il était juste un gamin dans la banlieue parisienne. Né en 1972 de parents algériens, Redouane grandit avec 9 frères et sœurs dans un HLM étroit. Son père travaille à l'usine, sa mère fait des ménages dans les beaux quartiers. À 6 ans, après qu'un vigile l'a traité de petit arabe, lui et son frère volent dans un magasin pour la première fois. Cette humiliation allume la mèche. À l'adolescence, le vol devient routine. Télévision, ordinateur, pour s'acheter des baskets et aller au cinéma. Le cinéma devient son obsession. Thriller français, film de gangsters américains, il apprend les répliques par cœur, rejoue des scènes et étudie le crime comme d'autres étudient les maths. À 18 ans, il réalise son premier braquage armé, puis retourne en cours pour passer ses examens. Ses crimes deviennent plus audacieux, plus théâtraux. Un braquage imite Point Break, masque et otages inclus. Un autre reprend Reservoir Dogs et finit dans le sang. Puis vient le coup du fourgon blindé inspiré de Hit, AK-47, bombe factice, coordination militaire. Mais la police trouve son sang sur les lieux. Le braquage est terminé, la chasse commence. Le film devient réel. Le détournement commence. Stéphane B. et ses 2 ravisseurs atterrissent dans un champ isolé. 2 complices les y attendent, portant de gros sacs de sport noir. Ils chargent l'hélicoptère avec du matériel lourd. L'un d'eux, habillé en noir de la tête aux pieds, le visage masqué, monte à bord. Stéphane est tenu en joue, une arme pointée sur lui en permanence. L'ordre tombe, redécoller immédiatement. Mais quand il tourne la clé d'allumage, rien. L'Alouette 2 refuse de démarrer. La panique éclate dans le cockpit. Les ravisseurs pensent à un sabotage. Ils crient, bousculent, frappent Stéphane. L'un le menace froidement.
Si tu ne fais pas exactement ce qu'on dit, ta femme et tes enfants seront tués. » Terrorisé, Stéphane insiste. C'est une vraie panne, il faut vérifier le câblage. Après plusieurs minutes d'angoisse, le moteur vintage rugit enfin. La mission reprend. Il décolle, désormais armé jusqu'aux dents. Dans les sacs, gaz lacrymogène, grenades fumigènes, masques à gaz, fusil Kalachnikov et une meuleuse puissante. Objectif, la prison. Dans la salle 50, Redouane discute calmement avec son frère. La tempête approche. Les premières évasions. Pour comprendre comment Redouane Faïd a fini dans une prison de haute sécurité, il faut revenir 20 ans en arrière, à Bâle en Suisse. Alors qu'une employée de l'hôtel Mövenpick entre dans une chambre supposée vide, elle ignore que Redouane s'y cache depuis plus de 3 heures. La police le traque dans toute la ville. Arrêté plus tôt dans un train entre l'Allemagne et la France, il parvient à s'échapper à la gare. Il se libère, court à travers les voies, utilise un train pour couvrir sa fuite, puis saute d'une hauteur, se tordant sévèrement la cheville. Boitant, il entre discrètement dans l'hôtel par une porte de service ouverte. Il tente d'appeler un complice depuis une cabine, mais n'a pas de monnaie. Menotté, il demande de la monnaie à la réception et profite d'un moment d'inattention pour saisir les pièces. Son appel échoue, il se cache plusieurs heures sur le toit. Quand il tente un second appel, il est encerclé par 20 policiers armés. Mais ce n'est pas fini. Le lendemain, escorté à l'hôpital pour sa cheville, il simule une douleur intense. Soudain, il jette ses béquilles, désarme un policier à l'aide du Krav Maga qu'il avait appris durant sa cavale en Israël, puis assomme l'autre. Il s'empare des armes et s'enfuit. C'était sa deuxième évasion en moins de 24 heures et le début d'une légende. Pourtant, malgré un tel palmarès, il ne sera placé sous surveillance maximale que bien plus tard. La connexion cachée. Les enquêteurs découvriront plus tard que Redouane entretenait depuis 2 ans une correspondance secrète avec la belle-fille du pilote Stéphane, un lien discret mais essentiel avec l'extérieur. À l'époque, Faïd jouissait déjà d'une notoriété nationale. En 2010, il est invité sur un talk-show populaire, présenté comme un ancien gangster repenti. Il promeut son livre à succès sur ses crimes, apparaît dans les médias et fascine le public. Mais cette image était un mensonge. Derrière la façade du criminel repenti, marié, employé et rangé, il planifiait déjà son prochain coup. Condamné à 18 ans en 1998 pour vol à main armée après son évasion de Bâle, il n'en purgera que 9 grâce à sa bonne conduite simulée. Une mise en scène parfaitement orchestrée pour échapper à la surveillance, et mieux préparer son évasion légendaire. Le retour meurtrier. Lors d'un événement cinématographique, Redouane Faïd aborde Michael Mann, le réalisateur de Heat, film qui a inspiré ses crimes. « Votre film m'a tout appris », dit-il. Gêné, Mann répond « merci, franchement, je ne sais pas quoi dire. » Plus tard, sur un plateau télé, Faïd affirme être repenti. Mais en coulisses, il prépare déjà une opération violente. Le 20 mai 2010, la policière Aurélie Fouquet et son collègue interceptent une camionnette après un braquage raté de 6 millions d'euros. C'est une embuscade. Les braqueurs ouvrent le feu. 16 balles. Aurélie, 26 ans, mère d'un bébé, est tuée. La France est sous le choc. Sarkozy décerne la Légion d'honneur. Pendant ce temps, Redouane joue l'expert du crime à la télévision sur un vol qu'il a lui-même orchestré. Il sera identifié sur une vidéo de surveillance. 1 an plus tard, il est repris. Mais sa plus grande évasion reste à venir. L'assaut final. Dans la cour de la prison, 2 détenus sortent les poubelles. Un hélicoptère descend soudainement. On croit d'abord à une urgence médicale. Un gardien doute et se réfugie dans un bureau sécurisé. L'évasion de Redouane Faïd est en marche. Un homme cagoulé tient Stéphane en joue. 2 autres descendent, en civil, armés et protégés par des gilets pare-balles. Ils atterrissent dans la seule cour sans filet, réservée au transfert. Des grenades fumigènes sont lancées, la fumée envahit la zone. L'un des hommes court vers une porte de sécurité et allume la meuleuse. Le cri du métal était le signal, l'équipe est là. Les gardiens paniquent. Certains appels d'urgence sont ignorés. Les tours armées n'ont pas le droit de tirer sur un aéronef. À 11h28, Redouane surgit dans la fumée et saute à bord. L'hélicoptère décolle. Des détenus acclament. Contre toute attente, Redouane Faïd disparaît à nouveau.
Légende et conséquences. L'évasion en hélicoptère devient virale. Faïd, déjà figure culte, entre dans la légende. Sur les réseaux sociaux, une célèbre actrice poste « Bravo Redouane Faïd, toute la France est avec toi ». Mais derrière le mythe, la traque commence. Il devient l'homme le plus recherché de France. Un mandat d'Interpol est lancé. 3 mois plus tard, il est retrouvé, caché sous une burqa, dans un appartement de sa ville natale. En 2020, son procès impose des mesures extrêmes. Zone d'exclusion aérienne, isolement total. Un rapport psychiatrique le décrit comme un prédateur social, manipulateur hors norme. Il avoue son addiction à l'adrénaline. « Je suis malade de ça ». Mais ce frisson a un prix. Otage traumatisé, famille détruite et une policière tuée. Jugé 2 fois, il est condamné à 39 ans. Depuis 2019, il est détenu dans les conditions les plus strictes de France. Isolement total, fouilles aléatoires jusqu'à 5 fois par jour, escorté par 4 gardes pour chaque appel, menotté en permanence. Première libération possible, 2060. Il aura 88 ans. L'homme qui vivait pour la vitesse, la fumée et les effets spéciaux vit désormais dans le silence. Preuve qu'une légende criminelle, tôt ou tard, s'éteint dans une tombe de béton.